Donc, introduction à la journée avec quelques apports ou rappels autour des questions de créativité. C'est une introduction qui a été préparée en fait complètement avec Laurence Prévosto, que pas mal d'entre vous connaissent au final, qui est ingénieure dans le département Transform, spécialiste de ces questions d'animation collective, créativité. Et donc, c'est vraiment avec elle que... Elle pouvait pas être là, figurez-vous qu'elle est à la retraite dans une semaine. Elle pouvait pas être là aujourd'hui, mais elle a travaillé avec Marc Wilfried, Maïté qui m'ont transmis tout le paquet pour que je puisse faire quelques apports assez ciblés finalement sur les questions de créativité. Sachant que voilà, moi je serais preneuse de savoir, enfin, à l'issue de la discussion, là, s'il y a d'autres choses que vous avez envie qu'on creuse et des volets théoriques qu'on pourrait regarder de plus près. Je pense qu'il y a encore de la matière largement. Donc voilà, to be continued. Alors, Laurence, vous la connaissez parce que vous êtes plusieurs à avoir suivi des choses avec elle. Vous vous souvenez sans doute, pour ceux qui étaient là, du webinaire qui avait eu lieu en novembre 2021, organisé par Marc et Wilfried côté Bicréative avec Laurence. Il y avait, je vais pas dire, je vais plus me souvenir sans doute de tout le monde, mais il y avait Violaine, Eric, Maud, Solène, vous étiez là. Ensuite, il y a eu un séminaire IDEAS en mai 2022 où on avait eu plusieurs personnes qui sont vraiment au travail sur les questions de créativité qui étaient venues. Et vous étiez là aussi, plusieurs de ce groupe-là, à avoir entendu des choses. Donc, il y avait Mathieu Cassotti, Todd Lubart, Flore Vallée et Laurence de nouveau. Et puis, tout récemment, nous, on a eu une formation organisée de nouveau côté IDEAS avec Laurence de 3 jours sur l'animation collective. Et donc, vous étiez aussi assez nombreux de Bicréative à être là. Safré était en force. Il y avait Claire, Rémy, Blanche, Pauline, Maïté. Voilà. Enfin, du coup, il n'est pas exclu que enfin, vous allez retrouver des choses que vous avez déjà entendues à un moment ou à un autre. Wilfried m'a dit, c'est le principe de l'enseignement. Finalement, la répétition n'est pas grave, donc j'espère que ce sera bien le cas. Donc, créativité, je cale tout de suite la définition, comme ça, on n'en parle plus. Ce qu'on met derrière créativité, là, ce matin, c'est la capacité à avoir une idée qui soit à la fois nouvelle et aussi adaptée au contexte dans lequel elle se manifeste. J'ai essayé de ponctuer à chaque fois la présentation de plein de références, déjà digérées par Laurence ou certaines que j'ai trouvées en plus, qui vous permettront d'aller creuser pour ceux qui seraient bien intéressés. Donc, en préparant là, cette introduction, Marc, Wilfried, Maïté, Laurence ont dit ce serait bien qu'on aborde deux choses. D'abord, une question générale sur comment faire pour avoir des idées et quels obstacles en fait à la production d'idées créatives. Et puis, élargir ensuite sur c'est quoi des processus créatifs et dans notre cas, faire pour penser les liens là, avec Bicréatif plus directement, vous aider à faire ce lien-là. Comment on peut penser des processus créatifs de conception et ce serait quoi les challenges là qu'on identifie aujourd'hui à l'aune des apports théoriques des lectures qu'on peut faire. Donc sur la première partie, je vous disais, on va réfléchir sur cette question de comment ça se passe pour avoir des idées et qu'est-ce qui nous empêche d'avoir des idées créatives. Et pour commencer, on va faire un petit exercice qui va rappeler clairement des choses à ceux qui étaient là au webinaire de novembre 2021, parce que je vais vous demander d'identifier, d'imaginer autant d'usages différents que possible pour cet objet, pour vous mettre de bonne humeur dès le matin, un joli bidon de phytosanitaire. Donc, je vais vous laisser 5 minutes. Il est fort possible que vous trouviez ça un peu long. Donc, n'hésitez pas à essayer de relever pendant combien de temps vous arrivez à générer des idées autour de cet objet-là. Et puis, voilà, on en reparle dans 5 minutes. On essaiera de faire un petit tour des idées que vous avez eues sans y passer trop de temps. Voilà, donc 5 minutes pour imaginer autant d'usages différents que possible pour cet objet que vous avez sous les yeux. Il y a une question de Rémi qui est il est plein ou vide et c'est pas faux. Comme vous voulez. Ok.
On en est à 2 minutes là. Est-ce que c'est toujours aussi facile? Il y en a qui grattent toujours comme des fous ou ça commence à s'estomper? Non, j'étais en train de me dire que je séchais là. Ouais, moi, c'est fini aussi. J'ai 4 idées, 5, mais pas au-delà. Malgré une grande excitation au début, ça retombe effectivement. Ouais. On commence le partage, ça vous va? Ou il y en a qui sont encore en train d'imaginer des trucs rigolos? Je vous vois pas tous en même temps. J'arrive pas à voir. J'ai l'impression que vous êtes assez. Vous avez arrêté là. Alors, je vais sortir du partage pour faire ça. Hop. J'aimerais bien voir, hop, les gens. Si tu te mets en affiché côte à côte galerie, tu vois pas mal de monde. En fait, tu sais, j'ai que la petite. Ah oui. J'ai que la petite barre. Mais c'est pas grave, j'ai extrait l'onglet participants. Ce que je vous propose, donc normalement là vous voyez mon écran, mais plus en mode diaporama, ce qui va me permettre de noter vos idées. J'espère que tout marche bien. Allez, qui c'est qui se lance? Une idée, on va pas avoir le temps de prendre toutes vos idées, mais peut-être vous m'en choisissez une, voire deux, si que vous avez trouvé original là. Moi, je veux bien commencer. Je me suis dit que ça pouvait être utilisé comme symbole de manifestation, comme les déchets qui s'amoncellent en ce moment dans Paris. Ok. Une autre idée, un, un, un récipient recyclé pour abreuver des poules bio. Ok. Ouais, dans le même ordre d'idée, moi je voulais en faire une carafe d'eau dans un café branché. Moi, plein, j'ai mis qu'il pouvait faire quelle porte et vide, qu'on pouvait s'en servir comme instrument de musique. Ok. Alors, dans la même ordre d'idée de musique, je me suis dit que si je le remplissais de trucs bruyants et que je suspendais un arbre, ça effaroucherait les corbeaux. Moi, dans mon rôle de jeune maman, je me suis dit que ça pouvait servir de réhausseur. J'avais mis tabouret aussi. Ouais. Ok. Pour faire du sport, un élément d'haltère. Mais oui. Ouais, j'avais pensé à un élément de décoration, pareil. J'ai un objet pour le musée du XXIe siècle. Un Ouais, objet pour ça. le musée du XXIe siècle. Ah moi j'avais eu la même idée, mais du coup c'était le musée du XXe siècle. En fait. Ok. Pas très original, mais on pourrait s'en servir pour désherber le campus AgroParis de Tech in Rail à Saclay. J'ai mis pour faire mal aux producteurs de pesticides dans les assommants avec. Une arme, ok. Un Moi, élément d'épouvantail. j'avais un ballon, même s'il n'est pas rond, et une fontaine, et le découper pour farcir des trucs, genre faire un nouveau coussin pas très confortable. Alors attends, fontaine, coussin, et t'en as dit un autre, Claire. Hein? Ballon. Ah oui, ballon. Pour un nouveau sport. Une source de plastique à récupérer. Dans la catégorie armes, moi je voulais m'en servir pour écrire des slogans sur les pelouses de Saint-Junta, en versant évidemment l'herbicide. Bien vu.
Solène, dans le chat, elle a pas, je ne sais pas si elle a parlé, mais elle a mis urinoir d'hôpital. Je trouve ça trop original, quoi. Hop. Un haricot, quoi. Ok. Les haricots à l'hôpital. Moi, je voyais une raquette de Jokari. Ok. Attends, rappel. C'est comme ça, Jokari? Je me souviens plus. Non, hein, c'est pas ça. Ça Un I, non? Aïe. avec. Ouais, je me souviens plus. Vous voyez, hein? Moi, je m'étais dit un flotteur pour une zone de baignade ou un truc comme ça. Ah oui, moi, au contraire, j'ai pensé aussi de faire le mettre pour traverser une rivière, comme on met des pierres parfois. Mais plein là, du coup, c'est ça? Plein, du coup. Ouais. Bombe à eau du 10e étage. On n'a pas compris, Olivier, Philippe. J'ai dit une bombe à eau si on le lance du 10e étage rempli d'eau, bien sûr. Sinon, ça devient dangereux. Dans le même esprit, moi j'ai pensé en bouée. Bouée. Ouais. Une bouée. Attends, je l'avais le flotteur, la bouée et la bombe à eau. Hamster. Alors, nous, si on le coupe en deux, on pourrait faire un pot de fleurs pour faire des semis et garanties sans graminer. Moi aussi, j'ai pensé ça, pot de fleurs. Un vase aussi. Ça peut servir de jerrycan pour n'importe quel liquide, ce qu'on veut. On retombe sur la manif. Enfin, il y en a qui. J'ai déjà vu des réservoirs d'eau potable dans des trucs comme ça. Hein. Ouais. Toujours de la même Ça esprit. sert pour mieux voir les jalons dans les champs, pour caler les barres de guidage connecté. Le RTK, là? Voilà. Donc, c'est pas original, c'est une réalité. Comme quoi, c'est vachement utile, ces trucs-là. Moderne en plus. Et moderne. Moi, Il ce que recycle vous le plastique. semblez penser. Je l'avais pas noté, ça d'ailleurs, la source de plastique. Quelqu'un l'avait dit. Ou je l'ai peut-être noté. Et moi, j'avais une maison pour hamster. Hop. Et ben voilà. On a quand même pas mal de choses. Et j'avais un porte-voix aussi si on le coupe en deux. Alors, dans la catégorie, on coupe. Hop, hop. Et moi, dans la catégorie conception, j'avais dit, je m'étais dit comme un outil de discussion que tu mets au milieu de la table pour lancer la discussion entre acteurs. Alors, un petit artefact pour lancer une discussion. Sinon, moi, j'avais un chapeau pour faire pousser les cheveux, mais je suis pas sûr que ça marche. Tout essayer, Florian, dans cette situation. Ok, bon, bah super. Moi, j'ai ajouté dans le chat. Vas-y, Marion, c'est ça? C'est Marion? On a plusieurs Marion, On visiblement. a plusieurs Marion, mais on vous tente plus du tout. C'est à gauche. Alors, il y a Solène. Bernardo, je disais, le mettre dans un placard fermé à clé et perdre la clé. Un objet à faire disparaître. Ouais. C'est dommage, tu sacrifies un bon placard. Hop là. Alors, merci pour toutes vos idées. C'est cool.
Est-ce que vous percevez que vous êtes partis dans différentes directions, que vous avez mobilisé différentes dimensions de l'objet ou différentes propriétés de l'objet? Déjà, j'ai été incapable de les classer au fur et à mesure, évidemment, mais certains d'entre vous valorisent le poids de ce truc-là, d'autres au contraire, ce qu'on peut en faire quand il est vide, en tant que récipient. L'urinoir, le pot de fleurs, la baignoire, je ne sais plus s'il y avait la baignoire, le récipient, on abreuve les poules. D'autres utilisent le fait qu'on a affaire à une forme qui a une certaine hauteur, donc un réhausseur, un tabouret, un objet pour caler, on va miser sur son poids. Le poids aussi pour le caler dans une rivière qui ne bouge pas, inversement le flotteur. Donc vous voyez qu'il y a vous êtes partis sur différentes catégories d'objets. Et dans chaque catégorie, on voit qu'il y a des propositions. La catégorie récipient, par exemple, vous êtes parti sur des propositions là encore assez variées. Et ça fait écho, mais je vais repasser en plein écran. Ça fait écho au fait que la créativité, elle se décline en réalité en différents types, différentes dimensions. Hop, je vous les ai mis là, celles qu'on trouve dans la biblio. Ça vient de travaux qui se sont préoccupés en fait de savoir comment évaluer la créativité. Et donc ils ont essayé de décortiquer les différentes dimensions qui rendaient une personne ou un collectif créatif. Et ce que vous voyez, donc c'est on sort 4 catégories. La première, c'est l'idée de fluidité. C'est pour une catégorie donnée, un récipient, le nombre d'idées que vous êtes capable d'émettre dans une catégorie. Donc voilà, une personne ou un collectif très fluide, il va être capable à partir de l'idée, ce bidon de phyto, c'est avant tout un récipient, de vous faire tout un listing d'idées autour de cette idée de récipient. Ça s'oppose, ça se complète avec l'idée de flexibilité que vous voyez à droite, qui est là le nombre de catégories que vous êtes capable d'imaginer. Et ça revient un petit peu à la capacité d'une personne ou d'un collectif à lâcher sa première idée. Donc vous pensez à la catégorie récipient, mais est-ce que vous pensez à d'autres catégories pour cet objet, ce produit? Donc, vous pensez récipient, mais vous pensez aussi poids, vous pensez aussi forme carrée, vous pensez aussi objet de controverse. Donc voilà, des personnes très flexibles, elles vont être capables de vous partir dans plein de catégories différentes à partir de l'objet, de l'idée initiale. Les 2 dimensions d'en dessous, la dimension d'originalité qui va être évaluée dans les travaux là dont je vous parle. On va chercher donc à mesurer ce qui sort de l'ordinaire. Et le dernier, ce qu'ils appellent l'élaboration, qui est souvent moins mobilisé pour la créativité à l'oral, mais qu'on va chercher à évaluer dans les parties à l'écrit, c'est la capacité d'une personne, d'un collectif à aller creuser, élaborer une idée. Et il y en a eu dans ce que vous m'avez dit, il y a eu des trucs très précis, mais je ne suis pas sûre de les avoir tout bien notés, mais voilà, quand je crois que c'est Raymond dit un récipient recyclé pour abreuver des poules bio, c'est pas juste un récipient, un abreuvoir, il y a plus de détails dans l'idée. Je crois que c'est Muriel aussi qui en avait un assez précis. Enfin, vous êtes plusieurs à avoir donné des idées qui étaient assez précises. Donc, vous voyez 4 dimensions à la créativité. Hop, qu'est-ce que j'ai mis? Alors, il n'y a plus rien qui marche. Oui, voilà. Le principe, c'est de dire qu'on a intérêt absolument à combiner ces types de créativité. Et excusez-moi, il y a toujours des trucs qui viennent sur mon écran. Combiner ces types de créativité parce que c'est rare d'avoir une personne qui sait faire tout ça. Souvent, on a des profils, on est plutôt fluide, plutôt flexible, on est capable de trouver des idées très originales où on va très vite pour élaborer des idées assez complexes. Alors évidemment, dans toute la littérature là, dont je vous parlais qui se centre sur l'évaluation de la créativité, eux, ils cherchent des profils assez complet de personnes créatives. Mais là, ce que moi, je trouvais intéressant, c'est de se dire, on est quand même assez constamment en collectif, en bicréative, c'est de se dire qu'on a différentes dimensions à valoriser et sur lesquelles s'appuyer dans nos collectifs pour essayer d'être à la fois fluide, flexible, original et capable d'être élaboré. Il y a Claire qui lève la main. Pardon, moi, je ne vois pas. Dites-moi. Oui, je me demandais si tu allais élaborer sur l'originalité plus tard ou
Non, j'avais pas prévu d'y revenir parce que je trouve que il y a des propositions dans la littérature pour mesurer l'originalité. Je t'avoue que ça m'a laissé un peu, ça m'a fait réfléchir, mais j'ai pas trouvé que c'était simple de faire ce truc-là. Ok. Voilà, donc ça, c'était un premier zoom sur le fait que derrière créativité, il y a en fait plusieurs types de compétences assez variées et donc on a intérêt à essayer de les combiner. Le deuxième zoom qu'on se proposait de faire, c'est d'essayer de creuser ensemble pourquoi ça s'est arrêté, d'après vous. On a vu, en fait, finalement, je vous ai laissé 5 minutes, mais en 1 minute ou 2, je pense que c'était terminé. Est-ce qu'on peut faire un petit tour là pour que vous me disiez pourquoi vous avez l'impression que ça s'est arrêté? Parce qu'on finit par se lasser du jeu. Ok, lassitude, ouais. Moi, ça s'est arrêté parce que j'ai arrêté de penser aux situations qui me sont propres. Enfin, j'ai pensé que aux choses qui me concernaient personnellement, presque. D'accord. Plus d'expérience personnelle qui vient. Moi, j'ai eu l'impression que je me fixais sur une dimension, justement. Ok. Le récipient et la forme. Et j'arrivais pas à trouver autre chose que ces deux axes-là. Ok. L'art, par exemple, qui a été suggéré, j'y aurais jamais pensé. Ouais. Moi, personnellement, je suis passé un peu dans différentes étapes. Au début, je cherchais des usages un peu quotidiens. Donc, on peut sur la fluidité, donc quantité d'idées. Après, je suis passé un peu sur chercher quelque chose d'original. Et après, voilà, c'est arrivé à la fin sur élaborer des choses un peu plus complexes. Donc, D'accord. on peut passer les phases. Ok, une fois que tu as eu épuisé ces différentes stratégies, ça s'arrête. Ok. Je pense qu'il y a une auto-limitation aussi. En tout cas, nous, les phytos, qu'il y ait eu du phyto dedans, ça nous a beaucoup bloqué pour pas mal d'usages. Ok. La paresse, dans le sens les autres vont aussi avoir des idées. Ouais. Moi, j'ai l'impression que ça demande un effort. Au bout d'un moment, en fait, il y a des idées qui viennent naturellement. Et quand tu veux en sortir, il faut se forcer. Et du coup, c'est un effort cognitif à fournir si tant est qu'on sache le faire, quoi. Mais il y a comme un espèce de gap à passer. Au-delà de l'effort, peut-être ne plus savoir exactement dans quelle direction chercher, quoi. L'impression d'avoir fait un tour, quoi. Olivier disait aussi dans le chat le fait d'être stimulé par le groupe plutôt que de penser seul. Ok, besoin du groupe pour aller plus loin. Pour rebondir là-dessus, je pense que si on devait faire l'exercice seul sans attendre rien d'un groupe, peut-être qu'on aurait été un peu plus loin aussi, non? Ça va un peu dans le sens de ce que disent certains. Cette idée que finalement, à un moment, on se dit je vais attendre de voir un peu comment les autres vont m'aider à trouver de nouvelles directions. Ouais, je relie à ce que disait Maud sur paresse, j'ai un peu de paresse en disant que je vais compter sur les autres, quoi. Moi, je voulais bien ajouter quelque chose, c'est le manque de contraintes. C'est-à-dire que la question, elle est très, très ouverte. Et personnellement, moi, j'ai plus de facilité à réfléchir quand le cadre est très contraint. Je sais pas pourquoi, c'est comme si je cherche à aller contre les murs. Et dans ce moment-là, ça vient mieux, quoi. Peut-être que si tu nous aurais dit 30 secondes, c'est plus une contrainte plus forte. Faut qu'on trouve beaucoup plus vite et peut-être qu'on aurait été plus créatif, je sais pas. De temps ou de consignes plus précises sur ce que vous pouviez vous autoriser à explorer, quoi, les deux. Ok. Il y a d'autres choses qui vous viennent? Moi, j'étais plus du tout convaincue par, pas l'originalité, mais mes réponses ne me faisaient plus rire. Et,
Enfin, je suis passée de boule de Noël, contenant à rhum arrangé à théière, brique de lait. Là, je me suis dit, c'est chiant, faut arrêter. Ok. Plus de plaisir, plus d'originalité. Bah, plus d'amusement. Mais comme ça. Quelque chose encore ou ça va? Allez, j'enchaîne du coup. Hop. Donc, pourquoi ça s'est arrêté? Parce que il y a plein d'obstacles à la créativité, parce que la créativité dépend de plein d'ingrédients différents. Et je vous ai mis ici une espèce de synthèse, sans prétention, de travaux qui s'intéressent à la créativité et qui ont une approche qui est qualifiée de multivariée pour penser cette créativité. Bon, approche multivariée de la créativité, ça veut juste dire que, ce que je viens de vous dire juste avant, que la créativité, elle dépend de plusieurs ingrédients. En fait, c'est les auteurs qui travaillent là-dessus disent que la créativité requiert une combinaison très particulière et toujours différente de facteurs qui vont relever à la fois de l'individu et du contexte environnemental. Donc là, ce que vous voyez, c'est les 4 branches qui sortent de façon assez récurrente maintenant dans les travaux là, dont je vous ai mis les références en bas. Premier paquet d'obstacles à la créativité, les facteurs environnementaux. Dans quelle situation vous êtes? Est-ce que y a votre chef qui est en train de regarder par-dessus votre épaule ce que vous faites? Est-ce que vous avez un collègue qui est toujours en train de critiquer toutes les idées que vous émettez? Qu'est-ce qu'on vous a donné comme temps, comme ressources pour pouvoir être un peu créatif? Paquet sur les facteurs environnementaux. Ensuite, il y a un pack. Alors, je vais grouper les deux d'en dessous, émotions et facteurs conatifs. Alors, la conation, je vous le dis parce que moi, j'ai dû chercher. La conation, par opposition à la cognition. Conation, c'est la façon préférentielle et ou habituelle qu'ont les gens de se comporter. Et donc, ce paquet-là, à la fois des émotions et des facteurs conatifs, c'est de dire que on est bloqué dans notre créativité par différentes choses qui nous sont très personnelles. Est-ce qu'on est voilà, très sensible à l'évaluation des autres, au culte du résultat, ce qui fait qu'on va se sentir dans l'obligation de produire des idées créatives, c'est plus bloquant qu'autre chose pour certaines personnes. La perception qu'on a de ses compétences, ses styles de comportement, la motivation aussi, à travailler sur là l'objet phyto par exemple, elle est forcément limitée, et les traits de personnalité. Alors ça, j'ai pas pu m'empêcher de vous mettre un peu plus de détails parce que moi, ça m'a bien fait rire. Les traits de personnalité favorables à la créativité, bon, il y a des choses qui vont que vous allez trouver logiques, la persévérance, voilà, avoir envie d'aller creuser vraiment loin, la tolérance à l'ambiguïté, ouverture à de nouvelles expériences, individualisme, prise de risque et psychotisme, ça j'ai adoré. Psychotisme, ça a tendance plus ou moins forte à respecter les normes de société, les contraintes de la réalité. Donc voilà, si vous êtes un psychopathe, c'est génial, vous devriez pouvoir être plus créatif que d'autres. Bon, ça, c'est un deuxième gros paquet, en fait, autour des émotions et de la conation, c'est-à-dire de qui vous êtes, quelles sont vos sensibilités, vos traits de caractère. Et là-dedans se jouent plein de choses qui vont vous permettre ou pas d'être créatif. Et puis, le paquet de droite, c'est tout ce qui est relatif à la cognition, les facteurs cognitifs. Et là, il y a plein de choses qui se jouent de nouveau. Quel type de réflexe d'habitude vous allez avoir par rapport à des questions qui vous sont posées, la façon dont on est éduqué, le fait qu'on a l'habitude de penser dans nos pays par des approches déductives, on a la conviction que les données du problème apportent la solution. Tout ça donc, qui nous constitue, qui dessine nos chemins mentaux, ça joue très fort sur la créativité. Le type de représentation mentale dont on dispose, l'imagerie mentale, j'y reviendrai, qu'on peut avoir, ses présomptions, ses envies. Et puis tout le paquet des connaissances, les savoirs, les expertises qu'on a, l'expérience qu'on a de certaines choses qui font qu'on associe un effet à un résultat plus ou moins prévisible. Et voilà, tout ça, c'est autant de facteurs qui sont des ingrédients et donc potentiellement des obstacles à la créativité. Et pareil, j'ai pas pu résister à vous mettre le petit schéma d'après, mais qui en fait, il faudrait prendre le temps d'en discuter, mais j'ai trouvé ça dans un des papiers de Todd Lubart. Vous voyez en fait
bon, c'est un peu léger au niveau de la méthodo, mais ça m'a quand même amusé. Ils ont regardé, enfin, ils ont pris un certain nombre de personnes jugées par tous comme très créatives. C'est ce que vous voyez là en ordonnée, pardon, la réputation de créativité. Et ils ont essayé de corréler ça avec le niveau d'études. Et vous voyez qu'on n'a pas du tout une relation linéaire entre niveau de créativité et niveau de diplôme, sous-entendu derrière niveau de connaissances. Et donc, voilà, c'est des travaux qui permettent de creuser la question de savoir si trop de connaissances nuit à la créativité ou pas. Vous allez voir, on va y revenir. Alors, évidemment, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Ce qu'on dit, c'est sur les approches plus scientifiques, la relation, a priori, n'est pas la même que celle-là. C'est plus sur les approches artistiques où on valoriserait des choses qui ne sont pas du registre des connaissances, voire les connaissances sont limitantes. Mais bon, voilà, j'ai trouvé que c'était marrant de vous ressortir ce graphique-là. Et puis, de toute façon, on va en reparler quand on va parler d'effets de fixation. Donc, si je reviens à mon petit graphique sur les approches multivariées de la créativité, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a quand même 2 paquets qui vont expliquer la difficulté à produire des idées originales. Tout le paquet de gauche qu'on va classer dans ce qu'on appelle les inhibitions sociales, et la partie de droite qui relève des inhibitions plutôt cognitives. Et c'est là qu'on va pouvoir parler de facteurs d'effet de fixation. Et donc, je vous enverrai le PowerPoint après, mais vous voyez que j'ai essayé de les classer quand vous m'en avez parlé sur ce qui vous a arrêté dans la production d'idées. Voilà, j'ai essayé de les séparer sur les choses qui me semblaient plus relever d'inhibition sociale à gauche. Et puis, donc, que ce soit l'environnement ou vos propres traits de personnalité ou façon de fonctionner. Et à droite, ce qui me semblait relever plutôt de la cognition. Et donc, petit focus sur les effets de fixation, mais je ne vais pas y passer tant de temps que ça. Donc, éventuellement, si ça vous semble trop léger et que vous avez envie de creuser, ben, on aura de la matière pour le faire. Ce que je voulais vous raconter sur les effets de fixation, donc c'est ce qui relève de la partie de droite. Vous l'avez sans doute beaucoup entendu dans Bicréative ou ailleurs, en fait. On parle souvent de ces effets de fixation. Et ce que on voulait remettre ici en perspective, c'est que ce qu'on appelle l'effet de fixation, en réalité, c'est un processus neuronal qui est super efficace. L'idée, en fait, c'est que notre cerveau fonctionne avant tout par automatisme. Avec l'expérience, on développe ces automatismes qui permettent au cerveau de trouver extrêmement rapidement des solutions à des problèmes qu'il rencontre. Et ces automatismes, c'est ceux-là qu'on appelle des fixations. Ils fonctionnent en général très bien. C'est vraiment un mécanisme ultra efficace, en fait. Ces automatismes, ils sont relatifs à des fonctions, des objets. Voilà, quand on voit un objet, on l'associe assez vite à une fonction. Il sert à ça. Il y a des automatismes relatifs à l'état de l'objet. Le fait de dire un objet, quand on considère, ben, on le prend dans son entier. Et si on avait été en présentiel, on aurait essayé de distinguer les gens qui avaient déjà entendu Laurence de ceux qui n'avaient pas déjà entendu Laurence pour voir si, dans les gens qui avaient déjà entendu Laurence, il n'y avait pas un peu plus de gens qui s'étaient autorisés à découper l'objet, prendre des bouts de l'objet, plutôt que de le prendre dans son entier. Ça fait partie des automatismes hyper puissants et automatismes évidemment relatifs au raisonnement. On fait comme ça en fait, et quand on a affronté un problème, en général, on sait comment faire. Ok, du coup, ça me semblait important à rappeler. Je sais qu'on a discuté avec plusieurs à l'occasion. On le présente de façon assez négative dans la créativité, ce truc d'effet de fixation, mais c'est en réalité quelque chose d'extrêmement efficace. Bon, le problème qu'il pose, c'est que il faut arriver à sortir, quand on a besoin de créativité, il faut arriver à sortir de ces effets de fixation. Ça veut dire qu'il faut activer d'autres processus neuronaux que ceux qui sont de l'ordre d'un système intuitif hyper rapide, hyper efficace. Et donc, il y a plein de travaux en tout cas des travaux que j'ai trouvés vraiment super intéressants, qui se sont attachés à prouver que la créativité, c'était un processus actif et coûteux cognitivement. Ce qui va à l'encontre de certaines idées qu'on peut avoir où on se dit être créatif, c'est lâcher prise, se désinhiber. Certes, il y a des formes de désinhibition sociale à activer, mais en vrai, cognitivement, il y a une inhibition à faire, c'est l'inhibition du fonctionnement automatique du cerveau, c'est l'inhibition de ce système intuitif et très rapide qui s'active spontanément au niveau du cerveau.
Voilà, du coup, quand on rencontre un problème, le cerveau induit un automatisme et être créatif, ça veut dire qu'il va falloir résister à cet automatisme. Je vous ai mis la référence du papier d'Anaël Camarda là juste en dessous qui démontre par une manip en psycho que cet effet processus actif et non pas passif. Et je vous ai mis aussi un lien vers une conférence de Mathieu Cassotti qui va brosser plein de choses sur la créativité et qui, à un moment, fait une digestion de cette partie-là du travail d'Anaël Camarda. C'est un truc qu'ils ont fait ensemble. Donc voilà, qui va vous faire la démonstration qu'on a bien affaire à inhiber le processus heuristique intuitif du cerveau, ça demande bien un effort. Et ils le font, c'est très drôle, moi j'adore la psycho pour ça, et c'est n'importe quoi leur expérience, ils font faire plein de tâches à des gens pour vérifier que, parce qu'ils disent si on met le cerveau dans un type de tâche, ça permettra de voir si la créativité, elle est active ou passive. Si votre cerveau est déjà occupé, est-ce que vous êtes plus créatif ou est-ce que vous êtes moins créatif? Et ce qui montre, c'est qu'on est moins créatif, ce qui prouve qu'il y a cette dimension d'activité. Bref, je vous laisse regarder. Globalement, de toute façon, les conférences de Mathieu, c'est vraiment super intéressant. Vous trouverez plusieurs fois la même sur Internet, enfin globalement la même, et c'est aussi un peu la même qu'il nous avait fait à IDS, mais c'est extrêmement pédagogique. Il a le temps d'amener plein d'exemples, ce que je ne peux pas trop faire là, malheureusement, aujourd'hui. Donc vraiment, si vous avez un peu de temps à y consacrer, que ça vous intéresse, n'hésitez pas. Comment on sort de ça? Par des techniques. Comment on active un autre processus cognitif, comment on inhibe ce processus trop intuitif qui nous bloque dans notre créativité? Par des techniques qui vont permettre de sortir du cadre, renouveler son imagerie mentale. C'est des choses que Laurence dit beaucoup si vous l'avez rencontré. J'ai remis le copyright parce que vraiment, vous devez avoir l'impression de l'entendre là. Les méthodes de créativité, il y en a plein. Alors moi, j'étais un peu frustrée j'ai voulu retourner dans la biblio pour voir s'il y avait des typologies un peu robustes autour de ces méthodes. Franchement, je n'ai pas trouvé, donc je suis revenue à ce que Laurence avait proposé, qui était finalement très pédagogique. Ça vient de ce bouquin-là. Je ne sais pas si vous voyez, La fourmi du 18 mètres, qu'elle nous avait conseillé et que je me suis procuré, qui est vraiment super chouette, voilà, si jamais vous le voulez, il est avec moi. Et donc, 4 paquets de méthodes de créativité, finalement, qui effectivement marchent bien. Des méthodes dites associatives. On crée des associations d'idées inhabituelles. Parce qu'en fait, voilà, le principe derrière, c'est que les créations fécondes se trouvent à la croisée de choses qui ne vont habituellement pas ensemble. Donc, on va essayer de favoriser librement des associations d'idées. Derrière, vous avez brainstorming, Scamper, dont on va parler juste après. Les méthodes combinatoires. L'idée, c'est que la combinaison crée une réalité qui dépasse les parties élémentaires. Donc là, ces méthodes-là, elles vont chercher à faire surgir de la nouveauté via des façons de combiner les choses. Donc, tout un paquet de méthodes derrière ça. Les méthodes analogiques. Vous allez chercher à faire une analogie avec un problème qui vous semble similaire et qui se pose dans d'autres circonstances. Et vous allez voir si la solution de cette situation différente, elle ne peut pas être ramenée dans la vôtre. Et des méthodes empathiques, on renverse le point de vue habituel en se mettant à la place d'eux. Là, l'idée, c'est de faire apparaître des nouvelles perspectives. Donc nous, récemment, là, dans la formation qu'on a eue avec Laurence début mars, on a testé des méthodes analogiques et des méthodes empathiques. Et du coup, je suis revenue pour vous faire un tout petit apport supplémentaire à une méthode associative qui est la méthode Scamper que Laurence avait présentée en novembre et sur laquelle je suis repartie donc, pour donner un tout petit peu d'exemples. C'est vraiment, donc on est dans le registre des méthodes associatives. L'idée, c'est d'arriver à examiner quelque chose sur plusieurs angles, une idée, un concept, un produit, un système, un projet, un problème, ce que vous voulez, mais en fait, c'est vous obliger, vous donner une méthode pour l'aborder sous plusieurs angles. Scamper, c'est un acronyme, vous allez retrouver les différentes lettres, le S de substituer. Vous regardez les composants, si je me place dans l'idée d'un produit pour faire écho à notre exercice phyto, là, notre bidon de phyto, vous regardez les composants du produit, vous regardez si vous pouvez remplacer un composant par autre chose, si vous pouvez mettre un composant à la place d'un autre. Le C, c'est pour combiner. À quoi on peut combiner notre produit pour qu'il soit plus efficace? Est-ce qu'on peut le combiner à lui-même? Est-ce qu'on peut combiner des composants de cet objet entre eux? Le A, c'est pour adapter.
adapter le produit à un stimulus externe ou l'adapter à une demande relative à son process de fabrication, globalement à des contraintes externes. Le M, il est en fait pour modify, mais derrière, il y a magnify aussi. C'est l'idée de jouer sur la taille, sur les échelles. Et je me souviens d'une belle démonstration que nous avait fait Olivier là-dessus en novembre 2021, où il avait vraiment joué avec ce truc-là d'échelle. Le P, c'est pour put to another use, donc imaginez d'autres usages. Est-ce qu'on peut utiliser le produit différemment ailleurs? Le E, on va éliminer un composant du produit. Est-ce qu'on peut le faire? Qu'est-ce que ça fait? Et le R, c'est pour reverse, donc renverser, réorganiser, changer de perspective. Et l'idée, c'est de faire ça de façon un peu systématique, de s'obliger à passer le projet, l'objet, pardon, que vous avez sur lequel vous avez à réfléchir au prisme de ces différentes dimensions-là. Et je vous ai mis ici un petit exemple parce que je trouve que c'est pas forcément illustratif en soi. Donc, je vous ai mis un exemple avec la vidéo qui va avec. Donc, c'est un marketeur qui devait penser une campagne de pub originale autour d'un beurre de cacahuète. Et donc, il va vous raconter, si vous regardez dans la vidéo, comment il fait passer son beurre de cacahuète au prisme de ces trucs-là. Donc, il va substituer, voilà, qu'est-ce que ça fait si je mets à la place des cacahuètes, je mets des oignons combinés. Il dit, le beurre de cacahuète, ça va toujours avec de la jelly. Donc, est-ce que je peux imaginer un truc autour de cette combinaison? Pour adapter, il pense à un beurre de cacahuète en poudre dans lequel il faudrait ajouter de l'eau. Pour le M de Modify, il va vraiment jouer sur les échelles. Donc, un pot, en fait, il joue sur la taille du contenant, un pot pour une famille, un truc à usage unique. Put to another use, donc il dit, OK, c'est un ingrédient pour fabriquer des cookies, c'est combiné à un ananas, ça devient une mangeoire à oiseaux, de l'alimentation pour les oiseaux. Et puis, vu la texture de mon produit, c'est super smooth, donc ça peut être comme un produit de rasage. Voilà, il fait fonctionner ça. Pour le E, il va assez classiquement dire OK, qu'est-ce qui se passe dans mon beurre de cacahuète si j'enlève le pot ou si j'enlève le beurre de cacahuète. Du coup, le pot devient un truc pour ranger des outils, n'importe quoi. Et le R, il se dit OK, le beurre de cacahuète, d'habitude, on l'étale sur une tartine, mais ce serait quoi si j'imagine qu'on trempe plutôt une tartine dans mon beurre de cacahuète? Et bon, il explique voilà comment il s'oblige à faire fonctionner cette méthode-là. Et il en sort en fait l'idée d'une campagne de pub qui va jouer sur, en fait, il reprend l'idée du rasage. Et donc voilà, il explique comment ça l'aide à construire une campagne de pub complètement décalée, où il fait de la pub de son produit d'une autre façon. Bon, c'est très branché marketing, là, cet exemple-là, mais je trouvais que ça illustrait bien, j'ai bien aimé le fait qu'il nous montre un peu comment ça l'aidait à imaginer des idées. Alors, ce qu'on peut peut-être faire là, c'est prendre 5 minutes pour voir si ça vous aide à générer des idées que vous n'auriez pas eues sur le phyto. Donc, ouais, on peut se laisser 2 minutes et puis on se dit après, voilà, si ça vous a aidé à imaginer des trucs que vous n'aviez pas du tout eu en tête tout à l'heure ou pas.
On y va? Ça vous a donné d'autres idées? Déjà, dans ce que vous m'avez dit tout à l'heure, il y avait des choses qui relevaient de ça, hein, combiner. Qui m'a parlé d'halter? On imagine bien deux bidons de phyto qu'on pourrait combiner pour faire des haltères. Est-ce qu'il y a des choses qui vous sont venues? Un ruban pour offrir en paquet cadeau. Un ruban. Vas-y, raconte. Attends. Pour des gens que tu apprécies moyennement, tu leur offres. Ok. Moi, je suis retombée sur la même idée parce que j'ai dû m'auto-fixer en repassant en revue plusieurs trucs. Mais en substituant, j'ai commencé à me dire on pourrait remplacer ce qu'il y a dedans par un placebo. C'est-à-dire faire croire aux gens que c'est de l'herbicide, mais en fait, on met de l'eau. Et après, je suis retombée dessus avec Magnifier en me disant ah non, on pourrait carrément faire un truc homéopathique. Genre, en fait, il n'y a pas vraiment de produit dedans, mais la mémoire de l'eau, machin, tout ça, a été un jour dedans et on retombe sur l'effet placebo. En gros, on fait croire aux gens qu'ils utilisent un phyto alors qu'en fait, il n'y a rien dedans. Tac. Moi, je me suis dit, si on les combine, t'en prends plein et tu construis une maison en économie circulaire. Ouais, comme une brique. Moi, j'élimine la matière active et j'en fais un parfum. Hop. On en fait de différentes tailles et couleurs et on fait un jeu collaboratif sur produire sans pesticides. J'ai imaginé un grand instrument de musique où en fait on en prend plein avec différents niveaux de remplissage, on les met tous les uns à côté des autres et on met des graines par-dessus et puis on voit quel son ça fait quand les oiseaux viennent picorer dessus. Très joli. Alors moi, par rapport à ton idée de pub sur le pot de cacahuètes, là, je me disais, tiens, on garde la forme, mais en fait, on en fait des chocolats fins qu'on offre à nos collègues qui travaillent dans les firmes BASF et compagnie, voir s'ils les apprécient ou pas. Ok. Moi, j'avais une idée autour de l'adaptation, donc l'histoire du stimulus externe, là. Dans un premier temps, j'avais imaginé tout à l'heure faire un pied de lampe avec le bidon. Ouais. Et là, je me suis dit, il faudrait qu'on mette l'ampoule à l'intérieur du bidon. D'accord. Pour une ambiance feutrée. Si par exemple, dans ce bidon-là, on met, c'est un bidon surprise où on met plein de graines dedans, un mélange de plein de plantes qu'on ne connaît pas. Et c'est quelque chose à semer à la volée. Et du coup, est-ce que ça serait du coup renversé, organisé, ou on achète le bidon surprise, on ne sait pas ce qu'on va semer avec? Il y a 2 idées dans le chat aussi de, je ne sais pas si je vous laisse les dire. Violaine, c'était on met des roulettes, ça devient un petit chariot. Donc là, je pense que c'est combiné. Et Rémi, on remplace le produit par du beurre de cacahuète pour le rendre non polluant. Et ça, Rémi, je ne sais pas ce qui t'a donné l'idée dans les Beurre web. de cacahuète. Ouais, c'est ça. Moi, un peu controversé, mais à l'image des mini tracteurs en jouet, je me suis dit on pourrait faire des mini bidons, mais en jouet. Hop. Des bidons jouets. Ok. Est-ce que parce que j'avais essayé de réfléchir à des trucs, mais je vous enverrai. Ah oui, j'avais utilisé la boucle aussi pas mal, en me disant du coup ça peut servir à plusieurs choses. Cette propriété de la boucle là, un peu. Bon.
en découpant. Mais voilà, en fait, c'était juste pour vous illustrer, mais ça va forcément un petit peu vite, que on dispose de méthodes pour essayer de contourner, sortir de ces effets de fixation, s'obliger à penser plus large, un peu différemment, s'obliger à ouvrir nos raisonnements. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur ces méthodes de créativité ou sur voilà, il y a vraiment énormément de propositions qui sont faites, donc on n'arrivera jamais à rentrer dans un listing exhaustif, mais bon, on a quand même un peu de matière si vous voulez à un moment qu'on creuse ou pas. Voilà, si ça vous va, je m'arrête là sur ces parties fixation, effet de fixation, obstacle à la créativité, pour dézoomer un petit peu et parler un peu plus globalement de ce que sont les processus créatifs. Dans l'idée que qu'on commence à le relier plus clairement aussi aux trucs qu'on a affrontés nous dans Bicréative. Alors peut-être d'abord, la première chose à voir sur ces processus créatifs, c'est qu'ils ont une espèce de mécanisme de base qui est appelé respiration de la créativité, qui dit qu'en fait, dans les processus de créatif, on est constamment en train d'alterner divergence et convergence. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière ça? L'idée, c'est que quand on est en train de diverger, on est dans des moments où on est vraiment en suspension de jugement, on cherche la quantité d'idées, on cherche à associer les idées, combiner. On est vraiment dans une phase où on note tout. Il n'y a pas de jugement dans la phase de divergence. La phase de convergence est hyper importante aussi. On va chercher à améliorer les idées, juger constructivement avec des critères qui vont se référer à des objectifs, toutes les idées générées dans la phase de divergence, en cherchant l'inédit, avec des caractéristiques de détermination en ce moment. Donc, c'est des choses qui sont vraiment différentes, et un des trucs qu'on lit un peu systématiquement dans la littérature, c'est créativité, c'est qu'il faut séparer strictement ces moments de divergence et convergence. Si vous avez déjà entendu Laurence, elle dit, quand elle parle du brainstorming, par exemple, elle dit attention, c'est vraiment dévoyé aujourd'hui, dans le sens où on oublie que dans les phases de brainstorming, il y a une phase de divergence où on ne doit absolument pas réagir aux idées qui sont émises. L'idée, c'est vraiment on note tout, et ensuite seulement il y a une deuxième phase qui est vraiment distinguée, où on va chercher à converger, à trier, à évaluer, définir les critères qu'on a en tête pour sélectionner les idées, etc. Donc voilà, une espèce de mécanisme de base, alternance, divergence, convergence. Et ça, ce mécanisme de base, en fait, il va se déployer à différentes étapes. Et ça, c'est ce qui est bien expliqué dans tous les travaux qui portent sur les processus créatifs, creative problem solving, qui viennent beaucoup, c'est une université, l'université de Buffalo, qui est très reconnue sur ces questions-là, qui aide à dézoomer en disant la créativité, ça ne se joue pas qu'au moment de la génération des idées, qui est le focus que j'ai fait dans la première partie. Hein. On a plutôt centré sur voilà, comment on fait pour arriver à générer des idées en levant des effets de fixation, en contournant un processus un peu automatique. Là, quand je vous raconte tout ça, je suis sur la génération des idées. Mais ce qu'ont montré tous ces travaux, c'est que la génération des idées, c'était qu'une partie d'un processus créatif. Alors, ça, c'est le schéma que vous avez déjà vu, que Laurence présente quand elle vous parle de ces processus créatifs. Elle dit il y a aujourd'hui 4 étapes qui s'articulent dans ces processus créatifs. Une étape de clarification, clarification du problème. On va partager des points de vue, des connaissances, des difficultés pour arriver à construire une vision collective de ce qu'on veut relever comme défi. Ensuite, une phase d'idéation, la génération d'idées. On produit autant d'idées que possible pour relever le défi. La phase de développement, il va s'agir de trier les idées, les sélectionner, les explorer pour commencer à développer un concept qui va être mis en œuvre. Et la phase de réalisation, on va rentrer dans de la schématisation, de la scénarisation, du prototypage, de la mise en action. Donc, vous voyez 4 étapes, et à chaque fois, l'idée, dans chaque étape, c'est que se joue cette articulation divergence-convergence. Quand on clarifie, on doit ouvrir assez largement les données du problème qu'on veut explorer pour ensuite arriver à une formulation. Pareil sur l'idéation, on génère beaucoup, on réduit. Pareil développement, pareil réalisation.
Alors, j'ai pas pu m'empêcher de vous mettre la référence qui vous montre comment ces travaux sur les processus créatifs ont évolué au fil du temps. Je vais faire des zooms sur cette figure, mais pour vous montrer que ça a bougé dans la façon de penser les étapes de ce processus créatif. Vous pourrez regarder plus précisément si vous y voyez de l'intérêt. Je fais 2 zooms. Alors, le premier, je le fais sur dans les années 80. Je vous ai mis cette figure-là parce qu'elle donne super bien à voir qu'à chaque étape du processus créatif se joue de la divergence et de la convergence. Et je trouve que c'est utile qu'ils aient fait l'effort de dire qu'est-ce que ça veut dire de diverger quand on est en train. Alors, en gros, ça, ces 3 premières phases, elles reviennent sur clarifier le problème. Vous avez la phase de génération d'idées, la phase de développement et de réalisation, elles sont par là. C'est pas perpendiculaire, hein. Mais du coup, ça vous permettra de rentrer plus dans le détail de ça veut dire quoi de diverger en phase de clarification, diverger en phase de génération d'idées, diverger en phase de plus réalisation, et qu'est-ce que ça veut dire de converger à chaque fois. Ça, moi, j'ai trouvé que c'était utile. Et puis, j'ai un deuxième petit zoom que je vous fais. Ah, regardez cette figure-là. Je vous jure, j'ai rien triché, j'ai pas triché, j'ai vraiment pris ce qui était sur le site. Une représentation en triptyque, qu'est-ce qu'on voit? Explorer le problème, générer des idées, se préparer pour l'action. Et pourquoi ça m'a sauté aux yeux? Parce que si on regarde de près, en fait, on a pensé notre processus de conception, surtout l'organisation qu'on pensait pour le projet et pour ce qu'il allait avoir à faire dans les territoires, autour de ces mêmes étapes. Finalement, vous retrouvez, alors j'ai quand même pas pu tricher sur les couleurs, donc c'est pas complètement pareil, mais en fait, on retrouve exactement ces 3 mêmes étapes. Enfin, exactement, non, mais on voit que c'est très proche. Quand on pense que Bicréative, il est tout constamment en train d'articuler compréhension, création, évaluation. Et donc, les représentations que nous, avec lesquelles on est arrivé des processus de conception, elles sont finalement pensées autour de ces mêmes étapes et on parle en réalité globalement de la même chose. D'être dans des processus qui permettent de penser autrement des réponses à des problèmes qui sont peu définis. Et nous, on a pensé l'organisation du projet, de ce qu'il y avait à faire dans les territoires au regard des travaux sur la conception qui nous disaient, voilà, il y a une tension entre formulation de problèmes, élaboration de solutions, d'où le fait de parler de coévolution de problème-solution, et l'importance de faire, de tester, de rentrer en conversation avec les situations. Vous vous rappelez, c'est les travaux de Schoen qui disent ça sur la conception. Donc voilà, vous voyez que c'est quand même extrêmement proche. On a bien pensé notre façon de travailler par rapport à des enjeux d'être dans des processus créatifs. Alors, moi, je trouvais que la bonne nouvelle, c'était de nous dire que on était quand même sur la bonne voie. On n'était pas parti complètement à l'envers. Et puis, moi, j'ai trouvé que ça nous invitait à travailler différentes choses. Alors, j'ai insisté sur 2, là, mais peut-être que vous, ça vous évoquera encore d'autres, ça fera peut-être écho à d'autres choses. Le premier lien que je vois entre tous ces apports sur créativité et ce qu'on a à faire, nous, dans le projet, c'est sans doute qu'il y a cet enjeu à essayer de penser respiration créative, la divergence, convergence, à chaque étape. Dans nos diagnostics, notre façon de poser les problèmes dans les territoires, dans nos moments de génération de solutions et dans nos façons d'évaluer les effets. Donc, si on essaye de se dire, OK, à chaque étape, il y a à faire à la fois de la divergence, de la convergence et sans doute à bien distinguer les deux. Voilà, ça veut dire que quand on est dans des moments de diagnostic, poser des diagnostics, il y a à la fois à explorer assez large, s'autoriser à réouvrir les données du problème, zéro phyto finalement, parce qu'il faut réexplorer, mais est-ce que c'est pas ce que vous avez fait en disant mais nous c'est pas tant zéro phyto qu'on veut prendre, c'est d'autres choses. En tout cas, s'autoriser à explorer large et reformuler, resserrer. Pareil dans la génération de solutions, pareil dans l'évaluation. Et il me semble que quand je vous entends parler de là où vous êtes dans vos territoires, il y a pas mal de questions qui se jouent autour de de penser cette respiration créative à chaque étape. Dans la partie qui correspondrait au WP1,
Je pense que tous les diagnostics que vous avez faits, ça vous a permis justement de réouvrir pas mal, de dire, OK, c'est quoi toutes les données qu'on a sur la situation et comment on aurait envie de prendre les choses. Donc ça a énormément aidé à diverger, mais moi, je vous vois vous poser plein de questions en ce moment sur comment on converge en fait, comment on a ce panorama-là, comment on continue. Est-ce que, voilà, comment on s'y prend aujourd'hui? Est-ce qu'il s'agit de sélectionner un endroit où on va pouvoir travailler? Est-ce qu'on tient un objectif zéro phyto? Comment on le fait? Voilà, j'ai l'impression de vous voir pas mal pris dans ces trucs-là. Sur la génération de solutions, je pense que de ce que vous nous racontez, de ce qui se passe dans les terrains, je pense qu'il y a plusieurs difficultés qui font écho à ces questions-là de respiration créative. Quand on est dans des groupes transdisciplinaires au sens des chercheurs de plein de disciplines différentes, mais aussi plein de gens qui ne sont pas des chercheurs et surtout plein de gens qui ne sont pas des chercheurs, comment on s'autorise à faire ces épisodes, ces moments de divergence? Comment on s'outille pour le faire? Comment on embarque des acteurs pour qu'ils soient intéressés à le faire? Et puis après, quand on va passer à la sélection des idées, comment on gère le fait que nous, on a envie de faire certains choix, qu'il y a ceux des autres à prendre en compte, à mettre tout ça en regard des compétences qui sont présentes dans le projet. Donc voilà, je trouve que ça met des mots aussi sur des choses que vous nous racontez pas mal sur ce qui se passe dans les terrains. Et sur la façon d'évaluer, là aussi, je pense qu'on est pas mal pris dans cette étape-là sur comment on peut être créatif dans nos façons d'évaluer. Est-ce qu'il y a de l'existant? Mais est-ce qu'on s'autorise à réouvrir? Et une fois qu'on aura réouvert, comment on s'outille pour faire ce qu'on aura imaginé, enfin pour avoir accès aux données dont on aura besoin pour évaluer? Donc, comment on va reconverger sur des indicateurs, par exemple, qui vont nous permettre d'évaluer de la façon dont on veut évaluer. Voilà, donc moi, j'ai tous ces apports-là sur processus créatif, etc., je trouve que la partie se dire il y a différentes étapes dans la créativité, ça on l'avait. En revanche, dire il faut vraiment penser diverses convergences dans chacune de ces étapes, ça je trouve que ça traduit bien un certain nombre de questions qu'on rencontre aujourd'hui. Et puis le deuxième angle que moi ça m'a évoqué, c'est qu'on met beaucoup l'accent sur les inhibitions cognitives. C'est ce que j'ai fait ce matin, en fait, hein. On a plutôt travaillé sur les fixations, le fonctionnement du cerveau, le fait qu'il y a des efforts à faire pour lever nos automatismes. Mais en vrai, là, dans Bicreative, on est tout le temps, on est tout le temps avec des gens. Voilà, c'est le principe même des territoires. Et donc, il y a tout ce registre-là des inhibitions qui étaient à gauche, notamment en haut, dans le paquet des inhibitions sociales, tout ce qui était relatif à l'environnement, qu'on pourrait travailler. Et là, je ne l'ai pas beaucoup fait, mais peut-être que ça vaudrait le coup d'aller regarder bien plus précisément que dit la littérature sur ces inhibitions de l'environnement, et est-ce que ça nous ramène un peu des choses intéressantes pour le projet. Et on retombe sur des choses qu'a évoquées, vous êtes plusieurs à l'avoir cité, et je sais que Florian, ça l'avait marqué aussi. Finalement, le collectif, est-ce que c'est une force pour être créatif? Est-ce que c'est une faiblesse? Et typiquement, la réponse, c'est les deux. Et vous l'avez bien dit, en fait. Dans les collectifs se jouent des choses qui sont relatives au conformisme, à la paresse sociale. On compte sur les autres pour émettre des idées. Puis dès qu'il y a une idée qui est exprimée, on va avoir tendance à rester un peu sur cette idée. Des relations de pouvoir aussi. Donc c'est quelque chose qui complique potentiellement la vie. En tout cas, on sait que ça peut le faire, mais c'est aussi, bien évidemment, tout un volume d'idées, en fait. Le collectif, c'est aussi ça que ça ramène. Et là, on revient sur l'idée qu'il y a différentes façons d'être créatif, et donc différents profils de créatifs. Et des gens qui sont... En fait, il y a des gens qui, suivant leur profil, sont plus ou moins à l'aise avec les différentes étapes du processus créatif. Par exemple, les gens qui sont plutôt fluides, c'est-à-dire qui sont capables, dans une catégorie d'idées possibles, de proposer plein de sous-idées dans cette catégorie-là, c'est plutôt des gens qui sont analytiques et qui vont être très à l'aise avec la partie plutôt exploration du problème. Les gens qui sont très flexibles, qui viennent en tête tout de suite plein de catégories différentes
pour un problème posé. C'est plutôt des profils génératifs, donc très à l'aise dans la partie génération d'idées. Et puis, dans les parties développement, réalisation, là, c'est les créatifs pragmatiques, les créatifs bricoleurs, les créatifs qui sont très à l'aise avec le passage au faire, voilà, de bricolage, de passer à du concret, des choses à toucher, à matérialiser, qui vont être hyper à l'aise plutôt sur ces phases-là du processus créatif. Donc, on voit bien que ce collectif, à la fois, il nous facilite pas la tâche et je pense qu'on l'expérimente assez souvent, mais à la fois, c'est quand même une ressource qu'on devrait pouvoir valoriser. Et pour finir, et comme ça, on aura peut-être un peu de temps pour les questions, si vous en avez, ou en tout cas vos réactions, parce que je ne sais pas si je serai à même de répondre à beaucoup de questions extrêmement précises, mais moi, ce qui m'a quand même sauté aux yeux, c'est que voilà, on n'a pas de réponse toute prête à attendre de la littérature sur la créativité. On va bien sûr continuer à fouiller dans cette littérature et vous voyez qu'il y a des échos super intéressants qu'on voit. Mais en gros, les problèmes qu'on est en train d'affronter dans le projet, les défis quoi, qu'on est en train de vivre dans le projet, et ben voilà, c'est que en passant par le faire, en continuant à être dans l'expérience là et en se dépatouillant au jour le jour qu'on va pouvoir continuer à avancer. Donc, on va, par analogie, on va pouvoir ramener des choses que nous racontent les collègues de créativité qui vont nous outiller. On a des méthodes et tout. Mais en vrai, voilà, je pense que c'est surtout parce que vous allez nous raconter et ce que vous allez faire dans vos territoires qu'on va réussir à produire des choses super intéressantes, super innovantes. Et voilà, ça fait l'ouverture, mais sur tout ce qui va se passer dans le reste de la journée, en fait, qui est plutôt centré sur l'idée d'arriver à partager nos expériences et comment on peut initier vraiment, enfin, ou faire vivre, amplifier cette communauté de partage d'expériences, parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir se dépatouiller des défis qu'on a à gérer. Voilà pour ce que je voulais vous raconter sur créativité. Et du coup, preneuse de vos réactions, questions, envie d'aller plus loin sur certains sujets pour une prochaine fois, des choses que je pourrais aller fouiller, vous ramener. Voilà. J'ai toute la biblio à votre disposition là, qui est citée. Je vous redis, il y a le bouquin Une fourmi de 18 mètres qui n'existe pas, qui est très chouette. Et puis le bouquin de Juliette Brun, que m'avait conseillé Maud à l'époque, qui s'appelle D'où viennent les bonnes idées, qui fait une synthèse très accessible aussi de choses autour des effets de fixation. Voilà, c'est très intéressant, très facile à lire aussi. Donc, outre la biblio scientifique, il y a ces deux bouquins qui sont quand même des chouettes ressources.